Dans un peu plus de 24 heures, on connaîtra le champion du monde de football. L'heure pour nous de faire un bilan sur le parcours des équipes africaines, les surprises, les polémiques aussi, parfois liées à la politique de Donald Trump aux États-Unis. Et on en parle avec notre invité du jour. Il s'agit de Will Biakop, président exécutif d'African Sports and Creative Institute. Bonjour, vous êtes avec nous par Teams. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, quel regard vous portez sur le parcours des équipes africaines durant ce mondial? Quelles sont les belles surprises selon vous et les déceptions? Merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Vous savez, quand je pense à ce mondial FIFA qui a lieu sur le continent américain, j'ai un sentiment mi-figue, mi-raisin, comme diraient certains, et moi je l'appelle ça le double R. C'est-à-dire que je suis ravi parce qu'on a des belles histoires. Je pense notamment au Cap-Vert, je pense au parcours et à la constance finalement du Maroc, mais il y a également des regrets. Des regrets parce qu'au-delà de la performance technique, on s'accordera tous à dire que de plus en plus de talents émergent en Afrique et puis le fossé qui sépare les talents africains des talents occidentaux se réduit. Par contre, le fossé qui sépare le management des équipes, la promotion du sport et le management des retombées économiques, diplomatiques, politiques du sport, et ben ça, malheureusement, ça s'agrandit. Aujourd'hui, je pense que le continent africain ne profite pas complètement des énormes opportunités qui résident dans un événement aussi majeur que la Coupe du Monde FIFA. On retiendra en tout cas que 9 équipes africaines sur 10 ont réussi à passer la phase de poule. Absolument, et on en est ravis. Neuf équipes. Premièrement, record de participation. On a 10 équipes qui ont participé à la Coupe du Monde, ça s'est jamais fait. 9 sur 10, on regrette bien sûr la performance de la Tunisie. 9 sur 10 passent en 16e de finale. On a des magnifiques histoires comme celle que je disais tout à l'heure du Cap-Vert, qui ont mis la lumière sur l'archipel. La magnifique histoire de Vozina, le gardien de but, qui fait plus 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc on se dit, la population capverdienne va bénéficier économiquement de ça, notamment à travers le tourisme, et notamment le tourisme sportif. Mais dans le même temps, on a le leadership capverdien qui durcit le ton sur les politiques de visa et d'attribution de visa, notamment visa à l'arrivée. Donc c'est pour ça on est ravis, bien sûr, de la performance, mais on a des regrets sur la capacité à notre leadership de vraiment rentabiliser les opportunités qui existent dans le domaine du sport. Vous parliez des visas, hein. La politique menée par Donald Trump, elle a eu un impact sur la compétition. Il y a eu, par exemple, cet arbitre somalien, Omar Hartan, l'un des meilleurs d'Afrique, d'ailleurs, qui n'a même pas pu poser le pied aux États-Unis pour arbitrer un match pour une question de visa. Est-ce que la FIFA elle ne devrait pas fixer ses conditions avant de donner une compétition à un pays? Absolument, vous avez absolument raison, c'est tout à fait scandaleux. Les mesures qui ont été prises, vous citez l'arbitre africain, effectivement, qui est un des meilleurs arbitres au monde. Parlons également des conditions de voyage des Sud-Africains, du Sénégal, bien entendu l'Iran qui était vraiment la plus grande victime de toutes ces équipes-là. Effectivement, la FIFA le fait déjà en réalité, mais c'est vrai que la capacité à mettre en place les règles, c'est clairement prouvé difficile. On a vu l'intervention politique du président Trump, notamment par rapport à ce carton rouge qui a fait scandale partout dans le monde. Et on voit à nouveau ô combien le sport, depuis des décennies, peut-être même des siècles, est une zone d'influence majeure pour avoir un impact politique, pour avoir un impact économique, pour avoir un impact diplomatique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Trump a été très visible et très vocal sur l'ensemble de cette Coupe du Monde. On parlait de l'arbitre et vous l'évoquiez à l'instant, hein, les supporters africains aussi qui n'ont pas pu aller encourager leur équipe, hein. On pense par exemple à Lumumba qui n'avait pas pu assister au premier match de la République démocratique du Congo. C'est quand même dommage, hein, pour une compétition mondiale. Ah, c'est catastrophique pour une compétition mondiale, mais vous savez, si on doit mettre tout ça en exergue, en termes de chiffres, finalement, l'événement s'est avéré extrêmement rentable, notamment pour les États-Unis qui accueillaient la majorité des matchs. En quelques chiffres, 9 milliards de dollars, c'est le revenu généré par cette Coupe du Monde pour la FIFA. Sur l'ensemble des trois pays, on parle de plus de 825 000 jobs directs ou indirects qui ont profité aux populations principalement états-uniennes. Donc effectivement, on regrette les challenges liés au visa. On n'aura pas ça lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu notamment au Maroc, Espagne et puis Portugal. Mais globalement, on voit que les stades ont été
complètement plein. Les tickets se sont vendus. On parle d'un minimum de 12 000 $ pour assister demain à la finale de la Coupe du Monde. Donc, malgré tous ces challenges, on voit que le sport et les fanatiques du sport sont prêts à dépenser l'argent pour participer à ces compétitions-là. Et à nouveau, moi, je regrette que nous, d'un point de vue leadership africain, nous ne mettons pas en place les mesures, les programmes, les initiatives pour faire en sorte que la participation à la Coupe du Monde de nos équipes ait des retombées économiques, des retombées diplomatiques, des retombées politiques sur nos habitants. Vous l'évoquez à l'instant, hein, dans 4 ans, ce sera une nation africaine qui accueillera, en tout cas, qui sera l'un des pays hôtes, le Maroc. Le premier test, la CAN, a été plutôt réussi avant cette finale dont on connaît tous l'issue. Vous en pensez quoi de la désignation du Maroc? C'est une bonne chose? C'est une extraordinaire chose, c'est tout à fait logique. C'est finalement la suite logique de plusieurs décennies de construction politique, mais également de mise en place d'infrastructures, d'investissements, de formation de talents footballistiques, mais également de formation de talents en termes de sports management, des gens qui comprennent la dimension multiple du sport et qui comprennent ô combien le sport peut être un catalyste, mais également un accélérateur extraordinaire de développement socio-économique. Donc l'attribution de la Coupe du Monde au Maroc est tout à fait logique. Ça, c'est donc dans 4 ans. Pour revenir à la compétition de cette année, comme quasiment à chaque fois, eh bien, ce tournoi, il a eu son lot de polémiques, hein. Il y a eu des attaques racistes qui ont visé notamment des joueurs de l'équipe de France. Je pense notamment à cette sénatrice paraguayenne ou encore à l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Elle dérange cette équipe de France de par son métissage, les origines de ses joueurs? Elle peut peut-être déranger certains ignorants, incultes et des gens qui n'ont pas vraiment le degré de connaissance de l'histoire de France. Mais si vous regardez l'histoire de France, aujourd'hui, l'équipe de France de football reflète l'entièreté de l'héritage de la France. Et ça n'a pas commencé en 2026. Moi, je pense à Raoul Diane. Raoul Diane, c'était le premier homme de couleur à participer à l'équipe de France. C'était en 1931. Raoul Diane, bien sûr, du Sénégal à l'époque. Je pense également à Larbi Ben Barek, un des plus grands joueurs. D'ailleurs, selon le grand Pelé, c'est le plus grand joueur qu'il ait jamais vu. Donc, un joueur africain qui également participé à l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, je ne pense pas qu'elle dérange. Moi, en tout cas, elle me rend fier. Elle me rend fier de l'héritage qui fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une nation dynamique, une nation pleine de force et qui brille sur l'entièreté de la planète grâce à l'héritage africain. Et ces joueurs-là sont des excellents ambassadeurs, des excellents traits d'union entre notre Afrique et cette France qu'on aime. Oui, Jacob, on a vu aussi des scènes racistes, hein, depuis les tribunes, par exemple des Argentins qui s'en sont pris au célèbre youtubeur iShowSpeed. Que fait la FIFA et d'ailleurs que doit faire la FIFA pour lutter contre ça? Je pense que la FIFA a lancé plusieurs programmes effectivement antiracistes pour continuer à lutter contre ces discriminations, qu'elles soient raciales ou même de genre, hein, notamment la promotion des femmes footballeurs ou des femmes dans le leadership du football. Elle doit continuer et je pense qu'elle ne peut pas le faire tout seul. Je pense qu'il s'agit d'une action globale qui doit concerner, bien entendu, les institutions du sport, mais doit également concerner le leadership des pays, donc les gens. Et surtout, je pense que ce qui doit être fait et ce qui aura beaucoup d'impact, c'est de pouvoir sanctionner les gens au niveau de la trésorerie. Vous voyez, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la participation des équipes africaines. C'était extraordinaire d'un point de vue impact financier pour ces fédérations, puisqu'elles ont eu en moyenne, au minimum, 12,5 millions de dollars. Donc, c'est extrêmement fort pour une fédération comme le Cap-Vert, par exemple, ou encore le Sénégal. Donc, par rapport à ces actes racistes, la FIFA continue de pousser. Elle ne pourra pas le réaliser tout seul. Et une des suggestions qu'on a, effectivement, c'est d'impacter les gens, les sanctionner d'un point de vue financier lorsque on a à assister à ces scènes d'horreur. Merci beaucoup, Wilm Jacob, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On espère